Et bonjour à tous, on est à la Paris Manga et on reçoit Serge Pappagalli et Gilles Gravelot. On vous connaît essentiellement et vous êtes invité ici, je suppose, plutôt pour votre acting sur Kaamelott, mais vous avez aussi une autre carrière, on va parler de tout ça ensemble. Est-ce que on peut déjà un peu parler de qui vous êtes, un peu de l'origin story, de comment vous êtes arrivé à Kaamelott? Je sais qu'en regardant un peu des interviews, vous avez fait beaucoup de café-théâtre, beaucoup de théâtre de manière générale et que Alexandre Astier vous avez plutôt repéré par rapport à ça. Il y a un peu les parents d'Alexandre Astier. Est-ce que vous pouvez un peu nous redire un peu comment ça, qu'est-ce qui vous a amené au théâtre d'origine? Je commence. Ben moi, alors au théâtre, c'est autre chose. Au théâtre, moi, ça fait un demi-siècle que j'en fais. Mais je veux dire, Alexandre m'avait vu, moi, dans les spectacles, même quand il était plus petit, puisque sa maman, Joël, les fils Sévilla l'emmenait. Donc voilà, il m'avait vu. On n'a pas fait de casting. Il dira la même chose ce soir-là. On n'a pas fait de casting. Il nous connaissait. On avait fait des choses qui apparemment l'avaient fait marrer avant. Donc je veux dire, moi, des vidéos, des choses, des films, etc. Bon, donc il m'a appelé le moment venu, comme ça. Un peu comme on forme une équipe de théâtre, un peu, je crois. Il y a des castings, il y en a eu un ou deux sur Paris, mais autrement, voilà. Donc on est arrivé dans le Kaamelott comme ça. Après, moi, comment je suis arrivé dans le théâtre? Alors là, c'est une histoire beaucoup plus longue pour l'émission de 4 heures, si tu veux. Bon, donc je veux dire. Et toi, c'est pareil, donc vas-y. Ouais, t'as un peu dit le truc, ouais. En fait, moi, j'étais au café-théâtre, au théâtre. Alex est lyonnais, lui, il est grenoblois, mais c'est presque pareil. Il n'a pas fait de casting pour Kaamelott. Du coup, il est venu nous chercher parce qu'on l'avait fait marrer avant. Il est plus jeune que nous, donc il nous avait vu jouer. Voilà, ça s'est fait vraiment très simplement, quoi. Et quand l'opportunité est arrivée, quand Alexandre Astier est venu vous voir pour Kaamelott, est-ce que vous vous êtes dit ça risque d'être un frein parce que le théâtre reste aussi un univers que beaucoup de comédiens apprécient et passer devant la caméra c'est moins évident. Est-ce que pour vous c'était plutôt un frein ou plutôt grave une opportunité de tenter l'aventure avec Kaamelott et avec aussi, bon après vous connaissiez un peu la famille et tout, mais est-ce que ça valait le coup ou pas? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Ah mais moi je me pose pas la question pour raison très simple. D'abord on a tourné dans pas mal de films, des moyens, des courts, des longs avant déjà, parce que ma génération, moi je suis un petit peu plus avancé. Je suis un fromage un petit peu plus pas de cuite que les autres, tu vois, je veux dire. Donc le problème c'est que quand j'ai vu un extrait, quand il m'a contacté, on ne savait pas ce qui allait se passer, mais quand il a montré Dies Irae, l'extrait qu'il avait fait, etc., j'ai tout de suite compris que le talent de ce mec était dans l'humour et dans la relation était vraiment, je veux dire, évident, et je ne voyais pas comment, quelle que soit la suite des événements, on ne savait pas ce que ça allait devenir, ça aurait pu très bien faire une saison puis s'arrêter. Mais il était, quand on voit la présentation du mec, quand on comprend ce que le mec écrit, le mec qui dit non, ça veut dire qu'il est aveugle et qu'il est sourd, quoi. Veut dire, donc forcément on dit oui, quand tu vois une bonne glace bien faite, tu as envie de la manger, donc là c'est le cas, quoi. Voilà, ça a été le cas. Ouais, non, la question ne s'est pas posée, d'autant plus que je connaissais un peu son travail. Que tous les gens qui jouaient étaient plus ou moins des copains, donc il y avait un cousinage, une sorte de fratrie de jeu et de scène. Donc il y a une sorte de creuset d'humour lyonnais un peu, il faut dire ce qu'il est. Et on peut se croiser, en 3 minutes on improvise et on est vraiment sur la même longueur d'onde. C'est un peu comme les musiciens qui font un bœuf, ils se connaissent et ils se ressentent et en 3 minutes c'est parti. Et donc c'était quasiment impossible de dire non. Non mais oui, c'est vrai que... Alors pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, vas-y. Non mais c'est vrai que dans l'ambiance et dans un peu les making-of que j'ai pu voir sur Kaamelott, c'était un peu la bonne ambiance. De toute façon, on voit que Alexandre Astier le fait déjà qu'il intègre toute sa famille dedans et qu'il... Même j'ai l'impression qu'il écrit aussi pour les personnes et pour les personnages qui sont incarnés par des personnes. Il adapte tout ça pour que ça aille au mieux, quoi, aussi à un moment donné. Mais en fait, la question de base que je posais, c'était savoir si c'était un frein, parce que aussi il y avait la case de Caméra Café à reprendre, qui était aussi un gros sitcom, une grosse mini-série, et que forcément il y avait des gens qui vous attendaient un peu, alors pas vous particulièrement, mais en tout cas la série qui attendait un petit peu le renouveau, et je sais que Kaamelott n'a pas fait forcément l'unanimité auprès de tout le monde, quoi. Je crois qu'il faut dire merci à Bruno Solo aussi un petit peu, qui a joué, qui a mis son poids dans la balance là-dedans aussi, parce que effectivement, moi je me mets à la place des producteurs des programmes qui programment M6 à l'époque, etc. Je dis bon, vous avez quoi à proposer après Caméra Café, etc.
C'est les mecs de la table ronde complètement débiles. Bon, on peut comprendre que les gars, ils aient une hésitation ou un truc. Il faut voir. Bonoslo, il avait vu le talent et le potentiel qu'il y avait derrière. Donc, je veux dire, non, mais c'est évident que c'était pas fait d'avance. Je veux dire, on peut pas venir. Il devait chercher un truc qui se passe dans l'entreprise ou je sais pas, une suite à Caméra Café. Là, on part dans un monde qui est complètement. C'est pour ça que des fois, les producteurs ou les gens qui croient savoir des trucs, ils ne savent pas tout non plus parce qu'ils disent non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Et puis si, ça devient non seulement possible, mais c'est une alchimie qui a pris. On ne pouvait pas le savoir avant. Je veux dire, on ne pouvait pas le savoir avant. Mais nous, par contre, comédiens basculés dans cet univers-là, quelle que soit la suite, on a envie de jouer ces choses-là, c'est évident. Mais de jouer ces choses-là ou d'être dirigé aussi par quelqu'un qui a une vraie vision et une envie de faire bien les choses, quoi. C'est-à-dire diriger, à partir du moment où il fait un casting et qu'il écrit pour les gens qu'il prend, la direction elle est tellement fluide qu'elle est quasiment imperceptible. Ce qu'on s'est dit l'autre jour, je crois qu'en 5 ou 6 ans, il a dû nous faire 5 ou 6 remarques, tellement on est aligné. C'est le premier spectateur, il se marre à la fin de chaque prise. Donc, c'était d'une fluidité incroyable. Il y a très peu de plateaux où ça se passe de façon aussi fluide. Moi, je crois qu'un des succès de ça aussi, c'est que la notion d'équipe et d'osmose qu'il y a entre l'équipe et les gens qui bossaient. On sentait bien que ce mec, il se sentait bien avec nous, forcément, s'il ne nous aurait pas dit de venir. Et comme vient de dire Gilles, effectivement, il était premier à se marrer, tout allait tout allait naturellement. Enfin, c'est ça qui est très simple. Il n'y a pas eu de composition, on ne peut pas dire, ouais, attends, on va composer un personnage. C'était écrit comme ça, on n'avait qu'à jouer. À partir du moment où on a quelques capacités de jeu, parce que sinon, bon, mais on n'a qu'à jouer ce qui est écrit, c'est merveilleux. Et comme il y a une ambiance est fantastique avec ce mec, c'est pas pour le flagorner, hein, c'est que c'est une réalité, quoi. Les tournages sont super cool. Ce type, il cumule 5, 6, 7 fonctions, il pourrait être un peu excité, un peu nerveux. En plus, il picole pas. Bon, ça, c'est un avantage, parce qu'il ne boit pas d'alcool. Donc il est calme, il est cool. C'est une ambiance plutôt extraordinaire. Donc tout ça coule de source, quoi, un petit peu. C'est incroyable à dire. Mais c'est vrai que ça fait un peu crétin de dire, parce que ça fait un peu bisounours, mais on voudrait chercher des merdes qu'on n'en trouverait pas. Oui. C'est quand même le truc de rêve à qui c'est le mal qu'on souhaite à beaucoup de comédiens, d'avoir ce genre d'aventure qui se pointe. Et 20 ans après, on est toujours tous potes. Dès qu'on se voit, c'est la famille, quoi. C'est assez unique. Et d'ailleurs, je crois que c'est assez unique au monde, quelque chose qui tourne 20 ans comme ça, quoi. Ah bah oui, grave. Et puis, en fait, c'est surtout, dans l'imaginaire, moi, en tant que spectateur, de voir aussi l'évolution de la série, que les personnages ont un rôle dans tout le long de l'histoire, et surtout avec les films. Alors, surtout, il y a le 2 qui va arriver. Alors, je sais pas comment les personnages vont évoluer pour vous. Je sais pas si vous y êtes encore, hein. Mais vous n'avez rien le droit de dire. Après, derrière, on peut dire je ça. peux vous taquiner. On a le droit de dire qu'on y est. On y est, on a le droit de dire. Mais vous n'allez pas avoir la couronne de Bretagne, je pense pas. Mais... Toujours pas, ça. Par contre, on peut le dire aussi. Non, mais en tout cas, oui, c'est vraiment dans tout le déroulé des saisons. Alors, c'est vrai qu'au début, il y a les 5 premières saisons sont dans l'univers typiquement de ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire des courtes séquences de 3 minutes et puis basta. Puis petit à petit, ça a commencé à évoluer. Et justement, vos personnages, pour vous, vous aviez un impact dans l'écriture sur l'évolution des personnages que vous souhaitiez. Alors après, c'est pas forcément les personnages les plus poussés, même si je crois que ton personnage à toi a un peu plus évolué parce qu'il amène Arthur voir son fils ou je sais pas quoi. La fameuse, comment dire, les moutons, c'est fastidieux. Oui. Les moutons, c'est fastidieux. Oui, il y a eu ce passage-là. Nous, on l'a pas trop ressenti parce qu'au début de cette séquence-là, par exemple, la saison est un peu plus sombre, un peu plus noire. Ça. Mais ça, c'est l'évolution de lui, de son écriture, lui personnel. Il vieillit, le temps passe, il écrit des choses différentes. Nous, on l'a pas trop ressenti parce que de toute façon, pour donner un exemple sur cette séquence-là, au début, avant de partir, on est complètement bourré chez nous, etc. Les personnages sont quand même toujours ceux qu'ils sont, quoi. Voilà, je veux dire, même si le costard change un peu, nous, on n'a pas perçu moi en tout cas, mais je sais pas toi, là, une grosse évolution. Nous, on était un peu protégés de ça. Lui, par contre, il a évolué vers quelque chose d'un peu plus sombre que des gens ont préféré, d'autres moins, mais ça, c'est sa liberté de créateur qu'il avait. Bon. Non, mais je pense que nos personnages reposent sur le fait que justement, c'est une sorte de baromètre de la connerie, quoi. Ouais. Eux, quoi qu'il arrive, ils sont toujours avec les mêmes objectifs, les mêmes conneries à s'embrouiller pour un âne. Et c'est ça qui est drôle en plus. Il peut y avoir la guerre autour d'eux, ils continuent à se mettre le feu à leur grange. Enfin voilà,
c'est une sorte de baromètre de valeur étalon de la connerie. Et c'est ça qui est drôle dans nos personnages. Ils évolueraient, ça serait peut-être presque dommage, quoi. Mais c'est vrai, ça fait presque un peu des personnages fonction en fait, ce que vous êtes dans la série. Mais c'est exactement Mais ça. il le ouais. faut, quoi. Il le faut aussi à un moment donné. Et puis c'est vrai que c'est un peu la douceur. On le voit aussi dans des personnages dans Kaamelott où justement ils ont un côté un peu plus sérieux ou un peu plus important. Et c'est vrai que alors les paysans, c'est les personnages qui seront toujours drôles, toujours à l'écran, quoi. Alors que d'autres ont évolué un peu plus, quoi. Ben, on a eu la chance aussi de créer dans son écriture à lui, il l'a fait, etc., de créer un binôme, enfin un duo clownesque, avec deux, il n'y a pas de clown blanc, on est deux Augustes, donc je veux dire, c'est ça. Ça c'est une alchimie qui s'est trouvée aussi, qui aurait pu ne pas se trouver. Enfin, on aurait pu être deux mecs qui s'entendent moyen. Enfin, alors que dans la vie, on est devenus très très proches et on s'est trouvé dans le jeu, bien évidemment, dans la connerie à jouer, quoi. Mais comme il dit, c'est une espèce de pylône indestructible de conneries qui est au centre, comme il y en a beaucoup quand même sur Terre actuellement. Il y en a deux ou trois. Hein. On va pas chercher des exemples, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, des binômes de cons, il y en a pas mal, si tu veux. Bon. Donc nous, on est des cons gentils, la différence elle est là, quoi. Et c'est je t'aime, moi non plus. Je pense qu'ils ne pourraient pas se passer l'un de l'autre, mais qu'ils sont aussi cons l'un que l'autre. Mais enfin bon, c'est un peu l'îlot indestructible de Kaamelott, mais ça c'est bien. Mais oui, non, mais c'est ça, oui, c'est des personnages qui sont toujours, ils sont toujours en deux, ils existent toujours à deux. Mais d'ailleurs, est-ce qu'avant Kaamelott, vous aviez déjà travaillé ensemble ou ça s'est fait encore une fois très naturellement Ah non, on n'avait jamais travaillé ensemble. On s'est retrouvés sur le plateau, on ne se connaissait pas dans le travail. Moi, je l'avais vu sur scène, moi il ne me connaissait pas. On est arrivé et ça a pris royalement 40 secondes avant que on détecte chez l'autre l'étincelle qui dit avec lui ça va être possible. Et à la fin de la journée, pour moi c'était acquis qu'il y avait un truc qui passait, quoi. Ça l'est aussi. Pour moi, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont, même si ce sont des rôles secondaires, ils ont quand même un tel. Enfin, je le dis honnêtement, parce qu'on est ici fan club de gens qui nous suivent, etc. C'est parce qu'il y a cette osmose-là qui s'est faite aussi. Donc le numéro de clown, ça se fait aussi dans des clowns qui sautent sur la gueule, ça se fait dans la tendresse. On est obligé de s'apprécier un petit peu. Ça, c'est une alchimie qu'on ne peut pas calculer en amont. Ça se passe ou ça passe pas, quoi. Il se trouve que là, ça s'est passé, quoi. Voilà. Non mais c'est bien, oui, justement, que ça soit bien passé. Et alors moi j'avais aussi, alors c'est plus pour Gilles, parce que Serge, j'ai l'impression que toi, l'accent, tu l'as de manière naturelle. Toi Gilles, l'accent, tu l'as peut-être un peu plus poussé. Est-ce que c'était ton exigence? Est-ce que c'est comme ça que tu voyais le truc? Non, c'est parce qu'en fait, je faisais un spectacle de café-théâtre dans lequel je faisais des accents lyonnais, des trucs qui ne sont même pas des imitations, c'est plutôt que je vais chercher des sonorités qui me font marrer. Et Alexandre m'a demandé de garder ça et de reprendre ça. Donc en fait, c'est un peu d'accent lyonnais, un peu stéphanois, un peu de tout, que j'ai poussé les potards un peu loin. Et à un moment, il m'a dit non, je veux ça. Bon, j'ai gardé. Après moi j'ai quand même à dire sur mon accent naturel. Hein. Je vous emmerde tous, déjà adulte, ça c'est un premier truc. Ça c'est acquis. Ça parce que je suis parisien et que j'ai un bon accent parisien. Non, mais attends, parce que c'est lui qui me pousse aussi un petit peu. Moi, ça m'arrive de jouer du Shakespeare, du Molière. Bon, je joue pas Hamlet avec l'accent dauphinois, tu vois. Je m'entends dire, tourne pas ça, telle est la question. Je peux faire comme ça quand même, tu vois. Je dis bon. Mais même puisque j'ai fait 2 Astérix avec lui, où je fais un bras à course X, et il me pousse. Je veux dire, on est quand même les seuls acteurs au monde qui jouent des paysans bretons avec l'accent dauphinois ou l'accent lyonnais, tu vois. C'est quand même ça, c'est nouveau. Alors, moi, je l'édulcore il n'est pas un anachronisme près, lui. De toute façon, c'est le décalage qui l'intéresse. Donc moi, j'essaie de l'édulcorer un petit peu. Lui, Alexandre, il me pousse un petit peu au cul parce qu'il adore. Il aime cet accent, c'est un homme de goût, ce mec, c'est normal. Bon. Donc, et puis c'est pas plus mal, ça permet de faire comprendre, si tu veux, qu'il n'y a pas que les ch'tis et puis les qu'on embrasse, bien sûr, et les Provençaux, et les mecs du Midi, toi, il y a aussi des accents intermédiaires en France. Bien sûr. Voilà. Mais moi, j'ai l'accent le plus random du monde, puisque moi, le Parisien, il ressemble à n'importe quel autre mec de la région, quoi. Enfin, mais un petit accent parigot, quand même, un petit peu quand même. Mais comme c'est moi qui parle, je ne sais pas comment le définir. C'est le principe de l'accent, c'est ça. Et alors, quand la série a évolué du coup vers les films, est-ce que les films, alors le premier ici vous y étiez tous les deux, ouais. Et le deuxième aussi, on y est, avec un rôle très important, on le sait, hein, on l'a su. Oui, c'est le rôle principal pratiquement, il y a une course de bagnole à un moment donné, tu vois. On tient le film à bout de bras, on ne peut pas le cacher. J'essaye. Non mais en tout cas, le rythme de production pour les films était, je suppose, un peu différent, mais toujours dans la même ambiance.
Oui, pareil, sauf qu'on sent que c'est une plus grosse machine qu'avant. Le budget a été multiplié par je ne sais pas combien. On arrive, les costumes, tout, on sent qu'on est passé du côté cinéma. Et entre même le premier et le deuxième, on sent qu'il y a encore plus... voilà, il y a un plateau, il y a des figurants de partout, il y a des machines. On sent que c'est un gros film, quoi. Ça, on le voit tout de suite. Il faut quand même comprendre que les premiers trucs qu'on a fait en 2004 quand même, hein, c'était Arcueil, bon, c'était dans des studios, c'était champ contre champ, on avait 2 caméras, enfin, il fallait qu'on fasse du 13 minutes jour, etc. Bon, ça a évolué vers du cinoche, même déjà dans la saison 5 ou 6, je crois, déjà on était parti un peu dans le Vercors, dans machin, enfin, etc. Les films, forcément, c'est une structure, là, le dernier, on ne peut pas en dire beaucoup de choses, rien du tout, même si tu es à la limite, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même une grosse prod. Bon. Après, l'ambiance sur le plateau, en revanche, l'ambiance sur le plateau est peut-être un petit peu plus vite parce qu'il faut quand même gérer beaucoup de choses. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien avec ce mec, c'est qu'il n'y a jamais de pression. Jamais de pression. Alors, je ne sais pas comment il fait parce que quand tu es comme auteur, metteur, réalisateur, acteur, fais la musique, tu fais le montage, tu as 140 mecs sur le plateau. Bon, il y a de quoi. En fait, non, l'ambiance est toujours la même. Ben c'est bien, mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi que l'objectif des films de Kaamelott est légèrement différent de la série, parce que du coup la série, il avait déjà des saisons de signer. Le premier film, je me souviens qu'il mettait quand même un peu de la pression, un peu de son image de marque dans la réussite du film, et heureusement que le deuxième s'est fait, mais justement c'est plus dans cette logique-là où il y a une logique de production, de rentabilité sur le film qui a peut-être aussi engendré un rythme de production un peu différent, quoi. Bah, la production n'est pas la même, ça c'est évident, mais je veux dire, moi nous on peut parler que de l'ambiance, oui. Le rapport qu'on a avec ce mec qu'on connaît depuis 21 ans maintenant. Je veux dire, ce rapport-là, il n'a pas changé. Il n'est pas devenu une espèce de metteur en scène, réalisateur différent, quoi. Après, l'ambiance, bien évidemment, l'ambiance du tournage est forcément plus conséquente, on ne peut pas dire le contraire. Ben, de par le fait même que c'est un gros film plutôt que petite série, quoi. Oui, bien sûr, oui. Et on vous voit de toute façon... Ah oui, tu t'entendais pas bien. C'était l'inverse, j'entendais vraiment bien. Et du coup, on vous retrouve aussi. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que vous êtes au courant si vous êtes prévu pour le troisième film ou pas du tout? Non, on n'en sait rien. Et non, on ne sait pas. C'est toujours des surprises. Vous ne mourrez pas dans la deuxième partie? Non, ça c'est sûr. Ok. Non, mais... Ça c'est sûr. Vous avez une info, est-ce que c'est exclu? Personne ne le savait, ça? Non, mais attends. Tout ce qu'on peut dire, c'est dans le film numéro 22. C'est que si on est toujours vivant, c'est pas sûr pour lui, peut-être qu'on y sera. Et juste aussi une dernière question, est-ce que Kaamelott a été un peu un tremplin dans votre carrière, ou justement est-ce que ça a été un peu comme on peut le voir avec par exemple, je sais pas moi, l'acteur d'Harry Potter, ou ça a été un peu un boulet dans le sens où tout le monde vous identifiait en tant que les personnages que vous aviez joués dans Kaamelott? Alors non, on ne peut pas dire que ce soit un frein. Après, c'est vrai que ça a poussé pas mal de gens à vouloir faire la même chose et à nous proposer de rôles de paysans. Je ne te cache pas que on nous en a proposé 200. Il se trouve qu'il n'y a qu'un Alexandre Astier et que voilà, il vaut mieux pas s'y coller parce que la comparaison est trop difficile. À côté de ça, non, ça nous a ouvert des portes. Et les gens ça nous aide forcément. Mais non, moi qui fais beaucoup de théâtre et qui fais un solo actuellement, etc., depuis pas mal d'années, ça a apporté depuis 21 ans, ça a apporté au contraire un public vachement plus jeune. Parce qu'il faut comprendre ce truc qui ne viendrait peut-être pas voir un mec comme moi si éventuellement les mecs de 20 ans à 35 ans, les mecs ou les nanas d'ailleurs, il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, tout le monde, tous les êtres humains, si tu veux, de cet âge-là, viennent voir mes spectacles alors qu'effectivement ils ne seraient peut-être pas venus. Donc si, moi je ne peux pas dire que c'est un frein. Alors après, comme dit Gilles, effectivement, des fois les réalisateurs, les producteurs sinon ne sont pas tous une imagination débordante parce qu'ils voient un mec, j'ai plus la gueule d'un paysan que celle de Roméo. Je comprends qu'on ne propose pas de jouer Roméo dans Roméo et Juliette, tu veux. Mais des fois on peut faire d'autres choses. Des mecs ils sont un peu bornés là-dessus pour un moment, mais ça c'est pas... Certains ont bien réussi leur coup, comme les frères Guest qui ont fait un court-métrage qui s'appelle Le Dernier Vermouth. Alors on ne fait pas les mêmes paysans, mais on est dans un monde rural et c'est très réussi. Mais c'est vrai que la tentation est grande de dire vous allez vous mettre sur la gueule, etc. Donc, mais à côté de ça,
le bilan est très positif, ça on peut pas dire. Surtout qu'on voit l'âge des mecs qui sont fans, on vient de faire évidemment des dédicaces, etc. C'est surprenant. Il y a des gens qui ont 15, 16, 17, il y en a qui a 21 ans, et ben voilà, depuis elle a l'âge de la série, elle vient se signer parce qu'elle est fan, elle a baigné là-dedans quand elle était gamine. Puis t'as des mecs de 70 ans aussi qui viennent, mais t'as des gens de 20 ans, donc ça a pas de. Il a le syndrome Tintin-Milou, quoi. C'est-à-dire ça ouvre sur un nombre de gens au niveau âge, c'est intergénérationnel, c'est incroyable, quoi. Et c'est la première convention que vous faites, c'est la première fois que vous voyez, alors pas les fans, parce que je sais qu'il y a aussi des réunions de fans de Kaamelott, mais la première fois dans une convention pop culture en général, c'est la première fois que vous le faites? Non, c'est la quatrième fois, je crois. Oui, c'est ça, 3-4 fois. On a fait Marseille, Lyon, Paris, on avait déjà fait une fois, on était déjà venu à Paris plusieurs fois. Oui. Et c'est important pour vous aussi de rencontrer un peu votre public? Ça nous fait du bien, vu ce que les mecs nous entendent. Je ne peux pas le répéter parce qu'on va croire que je nous flagorne nous-mêmes, mais c'est même très émouvant de voir à quel point des personnages un peu secondaires quand même, mais tout de même ont pris d'importance pour certaines personnes et ils viennent nous le dire, des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, le pétain. Et même un type qui nous a raconté qu'il était une période de déprime absolue et qu'il se remontait. Il est remonté un peu grâce en se passant les sketchs des paysans. On entend des trucs comme ça, on a envie de venir. Ouais. Non, c'est vrai. On a pas mal de témoignages à chaque fois de gens. C'en est touchant, gênant, parce qu'on se sent complètement dépassé par ce truc-là, quoi. Mais c'est génial. Bien, super marrant. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre carrière. Kaamelott, donc du coup, ça sort en novembre, c'est ça? Non, 22 octobre. 22 octobre, c'est ça. Bon, on va voir, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce film, et puis on vous verra du coup dans ce film, et dans la partie 3, on a eu la confirmation, vous n'êtes pas mort dans la partie 2, c'est une excuse. Merci à toi. Beaucoup. Merci à toi. On fait une petite pause, et à tout de suite. Au revoir.